Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est à propos des antidiarrhéiques. Les médicaments antidiarrhéiques sont utilisés pour traiter la diarrhée, un mot qui signifie en réalité s'écouler. La diarrhée peut être définie comme des selles contenant plus de 200 grammes de liquide par jour. L'augmentation de la fréquence des selles est également courante, mais pas toujours présente. Il est important de noter que ces médicaments sont généralement utilisés pour traiter la diarrhée légère à modérée. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés chez les personnes souffrant d'une maladie grave, d'une diarrhée sanglante ou d'une forte fièvre, car ils peuvent masquer ou exacerber l'affection sous-jacente. Maintenant, l'intestin grêle et le gros intestin sont l'endroit où la majeure partie de l'absorption se produit dans le tractus gastro-intestinal. Les deux régions contiennent des muscles lisses qui effectuent ce qu'on appelle le péristaltisme, qui est une série de contractions musculaires coordonnées en forme d'onde qui aident à presser le chyme ou le bol alimentaire après qu'il a quitté l'estomac dans une direction. Le revêtement de la surface luminale de l'intestin est une couche apolymiqueuse qui sécrète et absorbe différentes molécules pour modifier le contenu de la lumière intestinale. La muqueuse de l'intestin grêle présente de nombreuses crêtes urinaires minuscules, chacune projetant de petites fibres en forme de doigts appelées villosités. Et à leur tour, chaque villosité est recouverte de minuscules microvillosités. Tout cela donne à l'intestin grêle une surface suffisante pour absorber les nutriments et les ions. Le grand intestin absorbe principalement l'excès d'eau du chyme, ce qui aide à le condenser en matière fécale sèche qui finit par se retrouver dans le rectum. Il existe 4 principales causes de diarrhée: osmotique, sécrétoire, inflammatoire et diarrhée associée à une motilité intestinale dérangée ou instable. La diarrhée osmotique est causée par une mauvaise absorption de certaines molécules, ce qui entraîne une quantité excessive de soluté dans la lumière intestinale. Les solutés supplémentaires provoquent une rétention d'eau due à l'osmose, c'est-à-dire lorsque l'eau se déplace des cellules intestinales à travers les membranes semi-perméables vers la lumière, de sorte que les concentrations de solutés sont égales des deux côtés. Un exemple de ceci est l'intolérance au lactose, où il y a une déficience de l'enzyme lactase de la bordure ambreuse dans l'intestin grêle qui décompose le lactose. L'excès de lactose reste dans la lumière et attire l'eau dans la lumière intestinale entraînant une diarrhée. Ainsi, la diarrhée osmotique causée par l'intolérance au lactose disparaîtra lorsque la personne affectée cessera d'ingérer le produit causal comme le lait ou le yaourt. Dans la diarrhée sécrétoire, il y a une augmentation de la sécrétion ou une diminution de l'absorption d'ions comme le chlorure ou le bicarbonate. Ceci est le plus souvent causé par des endotoxines bactériennes comme la toxine cholérique libérée par le vibrio cholérique. Cette toxine augmente la sécrétion d'ions chlorure et bicarbonate dans l'intestin grêle tout en inhibant l'absorption des ions sodium. Ces ions s'accumulent et provoquent un effet osmotique, aspirant plus d'eau dans la lumière des tissus environnants. Ce qui la différencie de la diarrhée osmotique, c'est que les symptômes persistent même avec une diminution de l'apport oral. La diarrhée inflammatoire est causée par des dommages à médiation immunitaire à la muqueuse épithéliale des gros et de l'intestin grêle, ce qui altère leur capacité d'absorption des nutriments et de l'eau. Elle peut être causée par des maladies intestinales inflammatoires comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse ou des infections, le plus souvent par des virus comme le rotavirus et des bactéries comme la salmonelle, la shigelle ou Escherichia coli. Dans la diarrhée associée à une motilité dérangée, comme dans le syndrome du côlon irritable, il y a une activation accrue du système nerveux entérique, ce qui entraîne une fréquence accrue du péristaltisme. Cela pousse le chyme à travers les intestins trop rapidement, ce qui réduit le temps d'absorption de l'eau et des nutriments. La plupart des cas de diarrhée sont spontanément résolutifs et aucun traitement n'est nécessaire. Dans les cas plus graves, le traitement principal doit toujours consister à remplacer les liquides et les électrolytes pour prévenir des problèmes tels que la déshydratation, l'hypotension, l'hypokaliémie et l'acidose métabolique. La pharmacothérapie contre la diarrhée doit être utilisée lorsqu'il existe un risque de développer ces symptômes.
Les médicaments antidiarrhéiques peuvent réduire la fréquence et la gravité de la diarrhée, mais ils ne traitent pas la cause sous-jacente. Les classes de médicaments qui aident à traiter la diarrhée comprennent les adsorbants, les opioïdes et les anticholinergiques. Commençons par les adsorbants, qui sont des médicaments qui peuvent se lier aux toxines responsables de la diarrhée, de sorte que ces derniers ne peuvent pas agir sur les cellules du tractus gastro-intestinal. Ces médicaments comprennent le bismuth, la cholestéramine, le kaolin et la pectine. Le kaolin est une argile utilisée pour fabriquer de la porcelaine et il est généralement combiné avec de la pectine, un polysaccharide végétal. Les deux substances sont des composés non digestibles qui absorbent les toxines bactériennes et l'eau dans le tractus gastro-intestinal, entraînant une augmentation du volume et de la viscosité des selles. Le bismuth est donné sous forme de sous-salicylate de bismuth, communément appelé peptobismol. Ce médicament est généralement utilisé comme antiacide pour le traitement de la dyspepsie, mais il peut également être utilisé avec le métronidazole et la tétracycline pour l'éradication d'Helicobacter pylori. Cette combinaison est également connue sous le nom de régime BMT, sous-salicylate de bismuth, métronidazole, tétracycline. Le mécanisme d'action antidiarrhéique du bismuth est mal compris, mais on pense qu'il a des effets antisécrétoires, anti-inflammatoires et antimicrobiens. Il est couramment utilisé pour le traitement et la prévention de la diarrhée du voyageur. Ensuite, la cholestéramine est une résine collante et insoluble qui est souvent administrée comme agent hypocholestérolémiant, mais elle peut également être utilisée pour traiter la diarrhée chez les personnes souffrant de malabsorption des acides biliaires. Ces personnes ne peuvent pas absorber correctement les acides biliaires, par conséquent, des quantités excessives d'acides biliaires dans la lumière stimulent à la fois la sécrétion d'eau et d'électrolytes, provoquant par la suite une diarrhée sécrétoire. La cholestéramine se lie à certaines toxines bactériennes et à certaines sels biliaires pour former des complexes insolubles qui sont excrétés avec les matières fécales. Pour les effets secondaires, le sous-salicylate de bismuth peut faire noircir la langue et les selles. De plus, comme il contient du salicylate, il est associé à une ototoxicité comme une perte auditive et des acouphènes. De plus, chez les enfants qui se remettent d'une infection virale comme la grippe, le salicylate peut provoquer une encéphalopathie potentiellement mortelle appelée syndrome de Rey. Par conséquent, il doit être évité dans la population pédiatrique. La cholestéramine est associée à des troubles gastro-intestinaux tels que des douleurs abdominales, anorexie, nausées et flatulence. Mais il peut également provoquer une décoloration et une érosion des dents s'il est conservé trop longtemps dans la bouche. En outre, il réduit l'absorption des vitamines liposolubles telles que les vitamines A, D, E et K. Par conséquent, les personnes doivent prendre ces vitamines au moins 4 heures avant la cholestéramine. Enfin, le kaolin et la pectine peuvent causer de la constipation et ils doivent être évités dans les 2 à 3 heures suivant la prise d'autres médicaments, car ils pourraient les lier dans le tractus gastro-intestinal et empêcher leur absorption. La deuxième classe de médicaments qui aident à lutter contre la diarrhée comprend certains opioïdes comme le loperamide et le diphénoxylate qui présentent un faible risque de développer une dépendance. Les opioïdes agissent en stimulant les récepteurs opioïdes mu ou delta présents dans les neurones des systèmes nerveux entériques et des muscles lisses qui diminuent le péristaltisme. Le loperamide a des effets antidiarrhéiques et antisécrétoires élevés, mais une très faible pénétrance dans le système nerveux central. Il y a donc un faible potentiel de dépendance et donc une probabilité d'abus moindre. Le loperamide s'est avéré efficace dans la diarrhée chronique et représente également le traitement de première ligne de la diarrhée du voyageur. Le diphénoxylate a une certaine pénétrance dans le système nerveux central, il y a donc un potentiel de dépendance plus élevé, par conséquent il est généralement administré sous la forme de préparation contenant un anticholinergique comme l'atropine. L'atropine prévient et décourage la vie en raison d'effets secondaires désagréables comme la bouche sèche, la vision floue, la sédation, l'hyperthermie et la rétention urinaire. Un avantage supplémentaire de l'atropine est qu'elle inhibe également la motilité et la sécrétion intestinale, fournissant un effet synergique lorsqu'elle est associée à un opioïde.
Maintenant, en ce qui concerne les effets secondaires, l'olopyramide et le diphénoxylate peuvent causer de la constipation, des crampes abdominales, de la somnolence, des étourdissements et un hélice paralytique. Il est important de noter que l'utilisation concomitante de ces opioïdes et d'autres dépresseurs du système nerveux central, comme les benzodiazépines, les barbituriques et l'alcool, doit être évitée en raison du risque accru de dépression du système nerveux central. En outre, ces médicaments peuvent provoquer un mégacolon toxique chez les personnes atteintes de colite ulcéreuse, tandis que le diphénoxylate peut induire un coma hépatique chez les personnes atteintes d'insuffisance hépatique urinale. D'autre part, l'olopyramide est associé à des torsades de pointe et à un arrêt cardiaque lorsqu'il est utilisé à des doses plus élevées que celles recommandées. Enfin, ces médicaments sont contre-indiqués chez les enfants de moins de 4 ans, tandis que l'olopyramide est également contre-indiqué chez les personnes présentant un allongement de l'intervalle QT. Maintenant, nous voulons créer un moyen mnémotechnique simple et amusant qui vous aidera à mémoriser et à retenir efficacement tous ces faits pharmacologiques. Pour les médicaments adsorbants, prenons un homme d'affaires stressé pour le salicylate de bismuth. Son travail stressant lui a donné une gastrite qui peut également être guérie par ce médicament. Pour les effets secondaires, donnons-lui une langue noire de tout le café qu'il a besoin de boire. Il porte des écouteurs représentant l'autotoxicité pour ne pas être distrait par son enfant qui mange le bar raï pour le syndrome d'oreille. Pour l'aider à se détendre, il a commandé un bonsaï de noix de pécan représentant la pectine. Il est venu dans un pot en porcelaine chinoise pour le kaolin. Cela vous aidera à vous rappeler que ces deux médicaments sont donnés ensemble. Disposons un arrosoir à côté du bonsaï pour vous rappeler qu'en plus d'absorber les toxines, il absorbe également l'eau et sert d'agent gonflant. À côté de l'arbre se trouve la boîte dans laquelle il a été livré, qui est pleine de cacahuètes d'emballage en styromousse pour la cholestéramine. Il y a une salière pleine de sel vert à l'intérieur de la boîte pour vous aider à vous rappeler qu'il se lie également au sel biliaire. Pour les effets secondaires, les lettres A, D, E et K sont écrites sur la boîte pour vous aider à vous souvenir de la diminution de l'absorption de ces vitamines. Et à côté de la boîte se trouve une paire de prothèses de couleur marron pour vous aider à vous souvenir de son effet sur les dents. Maintenant, l'homme d'affaires pense à ses vacances de rêve qui, comme toutes les bonnes vacances, représenteront les médicaments qui ralentissent la motilité intestinale. Il y a une île avec un palmier tropical pour représenter l'atropine. Pour les effets secondaires, prenons un gars qui fait la sieste avec un masque facial, ce qui représente la sédation et les troubles visuels. Il s'évente depuis qu'il souffre d'hyperthermie et il y a un grand verre vide à côté de lui pour vous aider à vous souvenir de la bouche sèche et de la rétention urinaire. Pour les opioïdes utilisant des animaux exotiques, il y a un dauphin pour le diphénoxylate et il est juste à côté des palmiers pour vous aider à vous rappeler qu'il est administré avec de l'atropine pour réduire l'abus d'opioïdes. Ensuite, c'est une antilope pour l'olopyramide qui se tient debout puisqu'elle peut être utilisée seule. Pour les effets secondaires, mettons un gros glaçon près du dauphin car le diphénoxylate provoque plus d'effets secondaires. Il contient un cerveau, des poumons et l'intestin grêle pour vous aider à vous souvenir de la diminution de l'activité de ces organes. Alors, pour résumer rapidement, la diarrhée a 4 causes principales qui comprennent la diarrhée osmotique, sécrétoire, inflammatoire et associée à une motilité dérangée. Le traitement primaire de la diarrhée doit toujours être une réhydratation orale avec des électrolytes. Il existe 3 principales classes de médicaments pour la diarrhée sévère ou chronique qui comprennent les adsorbants, les opioïdes et les anticholinergiques. Les adsorbants se lient aux toxines qui causent la diarrhée et ont souvent d'autres effets bénéfiques comme l'absorption d'eau ou de sel biliaire. Les opioïdes et les anticholinergiques diminuent la motilité intestinale et sont souvent administrés ensemble pour réduire le risque d'abus d'opioïdes.